Alors moi, qui va être mis pour la conquête, on va commencer à quelque chose d'intéressant. Ça, ce petit objet-là, qu'on se met comme une bague sur les doigts. Parce que comme les Gaulois, ils naviguent, quand ils ont besoin de faire du feu, ils ne prennent pas leur feu avec eux. Donc il faut qu'ils aient du feu. Donc ils ont cet objet-là en métal. Et puis là où ils sont, ils frottent contre une pierre. C'est le principe du silex, ça fait une étincelle. Mais ce n'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une bourse. Et dans cette bourse, il y a un champignon que certains connaissent, parce que la petite chèvre de M. Seguin a des yeux d'amadou, et ce champignon, quand il est un peu sec, il s'enflamme. On va garder cette tradition-là dans les campagnes jusqu'avant la dernière guerre mondiale. Les chasseurs vont utiliser, pour pouvoir faire du feu, ce champignon d'amadou dans des branchages. Donc, ce briquet va durer à peu près 7 ans. Mais au bout de 7 ans, ce briquet va s'user. Les fers gaulois avaient besoin d'être énormément chargés en carbone. Alors, pour recharger le briquet, pas de pétrole, qu'est-ce qu'on fait? On prend la corne de vache, on frotte sur la corne de vache, et ça recharge le briquet en carbone. Bon, c'est des gens sans malice. Alors, voilà, ça, ce sont des épées. Bon, avec, vous voyez des petits poinçons, eh ben, c'est que chaque grand chef gaulois doit avoir son épée, doit avoir son casque. C'est un peu comme le seigneur du Moyen-Âge qui a son écu, ses armes et tout ça. Donc c'est quelque chose, chaque arme appartient à une personne. Parce que ces Gaulois-là vont être considérés comme des demi-dieux. Donc vous voyez ici en haut les petits logos qui représentent la propriété, puisqu'on ne met pas de nom, la propriété du guerrier. Alors vous voyez aussi ici en fer un mors pour les chevaux. Vous avez des coupes. Et puis ici, on verra un peu plus loin, c'est pour protéger, c'est pour les boucliers, c'est pour protéger la main dans le bouclier. Alors, voilà une épée gauloise et son fourreau. Alors, quelque chose que les archéologues de l'archéologie prédictive n'ont pas réussi à comprendre, ou plutôt à reconstituer, c'est le fourreau de l'épée. Parce que déjà, il est très beau, mais en plus, il a une propriété, c'est que quand on tire son épée et qu'on la remet, l'épée s'aiguise en même temps. Comment on a mis ce carbone, on ne peut pas mettre des cornes de vache à l'intérieur. Bon, c'est pour ça qu'après, c'est très tranchant. Et alors, comme les épées, les casques ne pouvaient appartenir qu'à une seule personne, quand le héros mourait, elles ne pouvaient pas être transmises à d'autres, redonnées à d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait détruire tout ça. Alors, les Gaulois avaient inventé les charnières. C'est eux qui ont inventé les cache-oreilles, pas les Romains. Donc, quand on détruisait leur casque, dans les tombes, on a retrouvé des cache-oreilles relevées. Et il y en a qui ont cru que c'était des petites ailettes, comme des paquets de gauloises. Et puis alors, et pour les épées, alors là, je l'ai vu dans un musée de Sens, l'épée dans le fourreau, elle devait être repassée au feu, et on en faisait un nœud. L'épée dans le fourreau, nouée, un nœud. Les épées, c'est 90 cm de long, ça de large. Et en bas, on faisait un nœud. Vous trouvez dans certains musées des épées nouées. Et pas de traces de coups. Hein. Moi, je suis restée baba. Hein. Et puis alors, donc ces Gaulois qui avaient des armes super fortes, ils avaient aussi quelque chose pour effrayer, c'est qu'ils avaient les oryx, qui sont des grandes trompes en forme de tête de sanglier, puisque le sanglier va être ça ne se mange pas chez les Gaulois, monsieur Bélix. Les sangliers, c'est la bête fétiche, c'est l'animal fétiche. Il faut être fort, il faut être courageux comme un sanglier. Donc, ces trompes vont être en tête de sanglier, mais l'air ne passe pas pour que ce soit les vibrations qui écorchent les oreilles des gens. Et puis, vous allez voyez ici, les personnages, ils sont avec des tenues quadrillées.
Alors, il y a deux hypothèses qu'on peut voir tout à l'heure. Un, c'est parce qu'ils ont inventé la cotte de maille. Et de l'autre aussi, parce qu'ils ont inventé les vêtements quadrillés. Donc, on ne sait pas... Moi, je ne peux pas traduire ce que c'est. Mais n'empêche que ces chevaliers qui hurlaient, qui avaient des épées et qui étaient beaux comme des dieux, quand ils arrivaient, tout le monde, c'était déjà l'effet dissuasif. Alors, je vous disais qu'ils ont inventé la cotte de maille. Voilà une cotte de maille retrouvée. Et en dessous, comme ils vont inventer le cuir, eh bien, ils ont une carapace en cuir et ensuite leur cotte de maille par-dessus. Et comme de toute façon, les épées, ce n'était pas fait pour être transpercées, sur le corps, il y avait à la limite que des égratignures. Donc, je vous parlais du bouclier gaulois. La partie que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est celle qui est là. Alors ça, c'est un bouclier gaulois qu'on a retrouvé en 1915. Vous voyez qu'on tenait la poignée comme ça, et de l'autre côté, pour qu'il n'y ait pas de coup, il y avait ce renflement pour protéger les vibrations de la main. Alors ce bouclier-là a été trouvé en Bourgogne. Il était dans le sol, bien appris à quelqu'un, parce qu'on était quand même au début du siècle, 1915. Il a photographié le bouclier. On en a fait un moule, et le bouclier, après, s'est désagrégé. Donc, il ne reste plus de traces que cette photo-là du bouclier. Parce que l'eau et tout ça, c'est... Alors, forcément que quand on gagne des batailles, on a, comme on a vu, un butin de guerre. Et les Gaulois vont être très bling-bling. Ils vont aimer l'or, ils vont être addicts à l'or. Alors déjà, quand je vous dis les charnières, là c'est un casque d'apparat, on ne fait pas la guerre avec ça. Ça, eh bien, on en voit ici le cache-oreille. Et puis alors on avait, signe de richesse, le torque qu'on se mettait autour du cou. Sauf que le torque c'était bien, c'était prestigieux, mais c'était très lourd, ça faisait plus d'1 kilo. Mesdames, 1 kilo de bijoux, c'était que les hommes qui portaient ça. Et eh bien, ça a commencé à peser lourd, puis l'or, il fallait en trouver pour faire 1 kilo par bijou. Eh bien, ils ont inventé, avec le mercure, le plaqué or. Alors, vous voyez des bracelets, vous voyez... ils avaient aussi beaucoup de fibules pour attacher leurs vêtements. Ils adoraient l'or. Signe de puissance, comme dans tous les pays. Alors, on retrouve donc un torque. Ici, le fameux vase de Vix qu'on a retrouvé en Bourgogne, la princesse de Vix. Et puis ici, le sanglier, qui est vraiment l'animal fétiche. Et ça, c'est dans un vase, c'est sur une décoration d'une poignée de vase. Donc, il y a un art gaulois que certains n'aimeront pas sur les pièces de monnaie, mais c'est quand même un travail d'orfèvre. Et puis ces Gaulois, ils étaient beaux. Alors on disait qu'ils étaient sous leur harnachement, leur casque, leurs épées. Ils étaient nus, ils vociféraient. Et alors, ils étaient très soucieux de leur toilette. D'abord parce que pour manier l'épée, il fallait avoir une bonne condition sportive. Alors, pas d'embonpoint, messieurs. Et il fallait se mesurer régulièrement pour pas grossir. Et puis, on avait envie d'avoir une belle apparence physique. Alors, pour avoir une belle apparence physique, on se rasait, on se curait les oreilles et on se curait les ongles. Et on avait même la pince à épiler. Et puis, ces petits carrés-là, on verra après, cadeau des druides, ce sont les premiers savons. Les savons n'étaient pas faits pour la toilette, les savons servaient de désinfectant. Donc les plaies et les choses comme ça. Après, ça deviendra pour la toilette, mais c'était d'abord un savon dermatologique. Le savon, je vous dirai tout à l'heure. Elle veut tout anticiper, la dame. Alors, une fois qu'ils se sont arrivés comme ça de conquête en conquête, ils sont arrivés au bout du monde, et la tribu qui arrive ici s'appelle les Osismes.
c'est-à-dire les hommes du bout du monde. Et là, du coup, ils sont installés, ils sont plus ou moins pacifiés parce comme c'est comme les chevaliers au Moyen-Âge, hein, il y a toujours un qui va avoir un client et avoir de l'influence sur les autres. Et cette fois-ci, le fer va être mis pour l'agriculture, pour la vie au quotidien. Alors ça, c'est des outils agricoles qu'on a retrouvés. Bon, vous voyez la hache, vous voyez ici un soc de charrue, vous avez ici cet objet-là qu'on va retrouver, c'est une force pour tondre les moutons. Alors, vous avez encore, voilà, une lame de serpe, une lame de faux. Bon, le problème, c'est que le fer, dans le sol, surtout ici, c'est pas la peine, le sol acide, on ne retrouve plus rien. Donc, on voit que ça sert vraiment à l'agriculture. Alors, avant, les hommes du néolithique avaient une arrière en bois. Cette fois-ci, on aura une arrière en fer. C'est-à-dire qu'on va faire des trous plus profonds. Dans certaines régions, les graines ne gèleront plus. Donc, on va augmenter les récoltes. En plus, ils vont découvrir, c'est peut-être pas le moment d'en parler ici, mais l'amendement des sols, en mélangeant des terres. Bon, ils ne sont pas allés chercher le sable coquillé, mais bon, ils ont découvert ça, donc ils vont augmenter leur rendement. Alors là encore, ils ont des outils qui vont leur servir, des marteaux. Et puis, bon, il faut aussi travailler, donc ils vont inventer aussi pour le bois, au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, la hache en pierre polie, on va voir cette fois-ci des scies et des lames. Ici, c'est un passe-partout. Et du coup, eh ben, au lieu d'être comme ça, avec sa corne de cerf ou son arrière en bois, on va inventer la charrue. On pourra faire tirer dans des bœufs, il y aura beaucoup moins de peine. On va chercher à s'économiser de la peine. Et puis après, ben, comme on a produit plus, ben oui, mais pour moissonner, ça nécessite plus de travail. Alors du coup, on va inventer la moissonneuse. On va mettre la charrue devant le cheval, devant les bœufs, et on coupera, et puis on aura l'herbe comme ça, et c'est plus facile. Donc on va augmenter les rendements, et on va produire plus qu'on ne va consommer. Alors, dans les jardins vont rester un petit peu comme au néolithique, où on va cultiver tout. On va faire un peu comme au néolithique, c'était encore la mode, où on met plusieurs graines en même temps, un peu comme notre permaculture, pour que les choses, quand une plante marche pas bien, il y en a une qui marche mieux, des plantes qui sont en interaction avec les autres. Donc, ils vont améliorer leur alimentation. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient, ces braves Gaulois? Alors, on a vu avec ce qu'ils avaient au néolithique, ils vont manger du porc. Et ils vont faire comme dans les campagnes bretonnes, à l'automne, on tue le cochon. Et ils vont faire après, des moyens de préserver la viande. Et puis, autrement, ben, ils vont manger les poules quand elles commencent à être un peu vieilles, les chèvres et les moutons, bon, quand ils commencent à être... Et puis le chien, mais un chien, ils vont aussi se servir de la peau du chien pour faire du cuir, de très bonne qualité. Alors après, la chasse. La chasse, ils vont chasser, la population va chasser que le lièvre. On ne chasse pas le sanglier, mais la noblesse, elle, se réserve le droit de chasser les cervidés, c'est-à-dire les cerfs, les biches et les chevreuils. Et puis le bœuf. Alors le bœuf, c'est quand même un animal qui met du temps à grandir. On ne fait pas une consommation usuelle du bœuf comme on pourrait faire chez nous. C'est lors des grands sacrifices. En général, le bœuf, on le sacrifie pour les fêtes religieuses. Donc je pense, là, on a retrouvé des restes, donc on peut imaginer que la viande, après, est partagée. Peut-être une part pour les dieux et une part pour les hommes. Et puis, comme les hommes du néolithique, les pièges à poissons vont continuer à être mis dans les rivières. Alors, on n'a pas retrouvé jusqu'à présent, on a pourtant cherché, hein, Marie Van Der a cherché, on n'a pas trouvé de pièges à poissons dans les pêcheries par ici, comme on aurait pu espérer
dans le lait-guerre, mais on pêchait quand même des poissons de mer, et puis on se mangeait aussi des coquillages, en particulier les huîtres, les moules, et puis un animal terrestre, l'escargot. Et puis autrement, eh bien, on prenait le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis, avec ça on faisait du beurre et du fromage. Maintenant, vous avez vu qu'ils savaient bien moissonner, donc ils vont cultiver les céréales, l'orge, le millet, le seigle, l'épeautre et l'avoine. Mais ils avaient, pour une alimentation très équilibrée, ils avaient aussi des protéines végétales, parce qu'ils ne mangeaient pas de la viande tous les jours. Donc ils avaient des haricots, des fèves, des lentilles. Et puis ils avaient des légumes, alors bon, ils avaient des carottes blanches, des raves, des choux, de l'ail, de l'oignon, de salade, du poireau, plus des adventices que nous, on ne sait plus ramasser dans la nature. Et les fruits, ben, les pommes, les poires, les cerises, les pêches, les prunes, les noix, les figues, les framboises, les mûres, les fraises des bois et les glands, parce que le châtaignier n'est pas arrivé en Gaule. Mais ils avaient comme épices le coriandre, le cumin, le sel, l'huile, comme aromate la nette, le thym, le persil. Alors pour faire à manger, les graines les céréales étaient mises dans des moulins, je vous en montrerai un tout à l'heure, avec aussi les fèves. On broyait tout ça avec de l'eau, avec de la farine d'épeautre. On faisait une galette, une grosse galette, qu'on mettait sur une pierre bien plate, bien fine, et qu'on mettait sur le feu. C'était leur galette complète. Peut-être qu'ils cassaient un œuf, mais voilà. Donc, ils avaient un repas complet. Et les Gaulois avaient la plus grande espérance de vie du bassin méditerranéen. À compter que, vous allez voir, ils avaient une pharmacopée très intéressante. Donc, ils cultivaient tout ça dans leur jardin. Et alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient boire? Alors, ils buvaient de l'eau et puis de la cervoise. Et après c'est la légende. Enfin, la légende, oui et non. On a dit, les Gaulois s'abreuvaient de vin. Le vin n'a pas dépassé le milieu de la France. Et c'est vrai qu'à Clermont-Ferrand, à Gergovie, on faisait des consommations énormes de vin. On les faisait venir par bateau. On a trouvé des galères qui sont coulées en mer pour ramener du vin dans les amphores. Or, il y a une énigme, c'est que d'un côté, à Gergovie, c'est donc des montagnes volcaniques, on a retrouvé énormément de consommation de vin avec des restes d'amphores. De l'autre côté, à 10 km, même pas, à Coron, sur l'autre mamelon volcanique, alors que c'était une grosse oppidum, pas une goutte de vin. Donc les archéologues, ça c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que les archéologues pensent que le vin était surtout dans les garnisons, pour les soldats. Parce que ça va... Ici, j'ai oublié de dire, c'est que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le monde antique, c'était un va-et-vient continuel. On n'était pas enfermé dans notre hexagone. Donc, et après, en plus, il y a eu une histoire où les Gaulois, il y arrivait un moment, quand on a été, je vais la dire maintenant, quand ils ont été pacifiés, bon, ça allait très bien, mais ces grands chefs, ils n'avaient plus grand chose à faire. Ils s'ennuyaient, ils ne faisaient pas des festins, des tournois, mais ils avaient envie de faire quelque chose. Et puis, il y arrivait un grand personnage, dans le sud de la France, qui a bouleversé les données à long terme, qui a mis un petit peu C'est Hannibal. Hannibal a traversé l'Espagne, il a traversé les Pyrénées en passant par le col du Perthus, sauf que Hannibal, il a perdu des hommes en route. Il a énormément perdu d'hommes. Donc, quand il est arrivé dans les tribus, chez les Gaulois du sud de la France, les Voltectosages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, Hannibal a dit, ceux qui veulent venir avec moi, je vais les payer. Donc, ces chefs gaulois qui s'ennuyaient sont devenus mercenaires. C'est comme ça qu'ils ont apporté avec eux les tuniques gauloises, les casques et ainsi de suite. Ils ont armé l'ennemi, Rome, parce que les Romains ont récupéré après ça.
Et une grande partie des Gaulois qui étaient des équites sont partis après comme mercenaires. Et deuxième chose, c'est qu'avant, on était toujours dans le troc et dans l'échange d'un bout à l'autre de l'Europe. Comme c'était des mercenaires, ces gens-là ont été payés. Et c'est comme ça que la monnaie est arrivée, l'usage de l'argent est arrivé en Gaule. Et donc, on a cherché de plus en plus la rentabilité. Alors, dans la rentabilité, on a des forces, on a la laine des moutons, on tond les moutons, on sait tisser, on va faire des choses avec tout ça. En particulier, des matelas. Et les matelas, on va aller les vendre à Rome. Business. Les Gaulois vont se lancer dans le business. Et puis, ici, vous voyez, on travaille la laine. Ici, c'est un foulon. Après, je vous raconterai l'histoire de ces... Alors, ces aliments, parce que si on veut les vendre, il faut pouvoir les conserver. Donc, il faut trouver des techniques de conservation. Alors, on va créer des techniques de conservation. D'abord, on va fumer. On va faire des fumoirs. Et puis, bon, là, c'est un four à pain. C'est toujours dans le village de Saint-Julien-sur-Garonne. On va fumer. Et puis, bon, ça, c'est une chose. Donc, donc, la viande de porc va être fumée. On va faire des salaisons. Et puis, alors, bon, on met bien dans des pots en terre. On met bien dans des sous-sols, puisque nos Gaulois savent faire des tunnels. Sauf que ce n'est pas toujours pratique, parce qu'il y a de l'humidité, puis il y a aussi des rongeurs. Donc, il faut se préserver des rongeurs. Donc, on va changer notre technique. On va faire une petite cabane sur pilotis. Mais pour empêcher que les rongeurs viennent, on met ces grosses pierres comme ça. Les souris ne marchant pas sur les pattes en l'air, les rongeurs redescendent. Et puis, alors ici, spécialité de la région, les fours à sel. Si vous n'êtes pas allé au village gaulois, allez-y juste au moins une fois pour voir. Les fours à sel, eh bien, parce qu'il n'existait pas de marais salants. Les marais salants vont arriver en Méditerranée qu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Et ici, on est avant. Et on avait des grands bacs. Ça, c'est des bacs qui ont été récupérés parce que les tempêtes du trait de côte s'effondrant. On a récupéré ça, c'est des bacs gaulois. On commençait dès le printemps à mettre de l'eau de mer pour laisser décanter l'eau de mer pour avoir de l'eau saumâtre, plus chargée en sel. Ensuite, je vous dis qu'ils construisaient des fours pour tout. Ils vont construire un four en pierre et en terre avec là, on enfilait le bois, et puis vous avez des claies avec des pots. Donc, on avait des quantités de pots, on avait des potiers, on avait des quantités de pots, donc on remplissait chaque pot d'eau de mer, d'eau saumâtre. Et on posait les pots collés les uns contre les autres sur ces claies. Le petit briquet, on allumait le feu, ça chauffait, on mettait beaucoup de charbon de bois, mais on a eu une grosse déforestation. On allume le feu, l'eau s'évapore, il reste du sel, sauf qu'il reste ça. Alors, qu'est-ce que vous faites, mesdames? Eh bien, vous prenez, c'est pas un calumet de la paix, vous prenez une grande louche en bois pour pas vous brûler. Vous reprenez de l'eau dans les bacs et vous remettez sur tous vos godets pendant 2 jours et demi, nuit et jour. Hein. Et puis ensuite, vos godets, le sel s'est empilé et vous aviez un pain de sel. Alors, ce pain de sel, après, pour le décoller, c'était un petit peu dur. Alors, ils ont essayé en grattant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On casse le pot, il y a des potiers, et tous les éclats vont servir à damer les sols, à damer les routes, puisque au néolithique, on avait beaucoup de parois. On va créer des nouvelles routes, puisqu'avant, il y en avait très peu. Il y avait des chemins du néolithique. Et donc, ces pains de sel vont servir, 1, à la consommation courante, 2, à saler la viande. Donc, les Gaulois vont inventer les salaisons, fumées ou salées. Bien sûr, business dit, on va à Rome. Et puis, et ensuite, bon, la viande fraîche au début quand on tue le cochon. Donc voilà, ça c'est
Ça, c'est le four à sel. Vous pouvez aller au village gaulois. Il y en a un, je crois, il y en avait un, je ne sais pas si on peut le retrouver à Landrélec. Et il y a eu des villages, des fours à sel de la côte bretonne jusqu'à Lille. Mais c'est tout. Après la conquête romaine, ici, on a arrêté, alors que dans le nord, on a continué un petit peu. Du coup, la modification territoriale va changer, puisqu'on va voir, on va se spécialiser dans l'agriculture. Il y a des gens qui feront plus d'élevage, et puis comme on aura des champs, là où la culture le permet bien, où les céréales le permettent bien, on aura des grands champs de céréales. La culture ne sera plus forcément auprès des maisons. Elle peut aller à 1 km ou 2 km des oppidums, des oppidas. On va avoir une spécialisation du marché. Donc on aura des petites maisons, on aura des jardins. Cette fois-ci, c'est plus comme tout à l'heure dans la maison du néolithique. On prend ces espaces et on se spécialise. Bon, ça c'est pour l'agriculture, mais l'agriculture ne va pas sans l'artisanat, parce qu'il faut des outils. Alors, pour aller travailler la terre, ça serait quand même mieux si on avait des sabots. Donc, nos forgerons vont se remettre à travailler pour faire des outils, vont faire des outils spécialisés pour les sabots. Ici, c'est des photos du siècle dernier. Là, vous voyez au fond un parloir. Donc, on va voir des gens on va réinventer des outils pour se simplifier la vie. Je vous ai dit que les hommes du néolithique faisaient des pots en colombin, mais les pots en colombin, ça demande du temps. Et si on veut vendre et qu'on veut remplir beaucoup de poteries pour mettre des choses à vendre, il faut faire une production beaucoup plus importante. Donc on va chercher un nouvel outil, on va inventer le tour du potier. Donc on aura une production de poterie plus importante. Et puis, ça laisse aussi du temps pour créer, pour imaginer. Donc ça, ce sont des poteries gauloises. On va mélanger donc le fer pour avoir un couteau avec un manche en poterie. Et puis, Opinel n'était pas encore né. On avait déjà inventé le couteau refermable. Puisqu'on connaît toutes les charnières. Et puis, là aussi, où ils sont très forts, c'est pour faire des serrures. Au début, c'était juste des crochets qu'on glissait pour faire manœuvrer une planche derrière. On va perfectionner le système. On va être vraiment dans la serrurerie, l'invention des ressorts plats. On va créer avec des systèmes très sophistiqués. Vous avez ici des charnières, vous avez ici une plaque de serrure et vous avez les clés. Alors ça, c'est des outils encore, notamment les clous. Les crapaudines, c'est pour quand on veut tourner, enfin, on pose, puis on fait tourner une tige en fer. Bon, vous avez différents outils. Alors, beaucoup de clous, ça va. Et puis aussi, alors ça, c'est très peu connu, il y a peu de choses qui restent, le verre, on travaillait le verre et le miroir. Alors, du coup, on donne aux artisans des outils pour mieux travailler le bois. Ici, on a une vision à peu près de ce que pouvait être un artisan. Ils avaient à peu près les mêmes outils que ce qu'on a trouvé chez vos grands-pères ou chez nos grands-pères avant-guerre ou tout de suite après-guerre. Et en général, il y avait un bloc dans la maison pour l'habitat et de l'autre côté pour l'artisan. Du coup, on travaille le bois, on travaille le fer, on va inventer la roue. Cerclé de fer. Et puis comme on commence à faire des routes en empierrant avec nos poteries, on va inventer la roue, qui n'est plus une roue pleine, mais qui est... Et donc, un nouveau métier du travail du fer et du bois, le charron. Alors toujours ces bas-reliefs où on voit l'artisan et au-dessus de l'artisan, ses outils. Bon, et puis on va voir le tonneau.
grande découverte gauloise, mais les Gaulois ne mettront jamais de vin dans les tonneaux. Ils garderont les amphores. Peut-être parce qu'ils recevaient le vin d'Italie, mais de Rome. Bon, on a déjà pas mal avancé dans l'artisanat, on a pas mal avancé dans l'agriculture, sauf qu'il y a aussi, je vous ai dit, nos druides qui étaient des grands savants, ils vont eux aussi donner un coup de pouce dans l'économie. Ils cherchent tout ce qu'ils peuvent trouver. Au néolithique, on avait les plantes, on connaît, c'est bon, c'est pas bon, on série. Eux vont aller plus loin dans la recherche des qualités des plantes. Alors, je prends tout simplement le gui. Si vous mangez une boule de gui, vous êtes bon pour l'au-delà, mais les feuilles et les tiges de gui servaient dans toutes les préparations médicamenteuses. C'est pour ça que les druides étaient représentés avec ses oreilles en feuilles de gui. C'est sûr, je ne sais pas s'ils coupaient dans les bois, mais c'est sûr que le druide, c'était pour le gui était pour les druides une plante très symbolique, très, très forte. Mais il n'y avait pas que le gui. Et on aimait bien ces plantes, même je veux dire, l'if, où on a les baies, les feuilles sont mauvaises, mais le tour est bon. Il y a plein de plantes comme ça, où les druides vont séparer dans les plantes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est toxique et ce qui est guérissable. Le lierre, par exemple. Alors d'abord, à usage domestique, les druides vont chercher les tisanes, les décoctions, les macérations, et comme ça, ils vont trouver 40 couleurs pour teindre les textiles, les fibres textiles. Là, je n'ai pas mis tout. Bon, la pelure d'oignon, le rouge de la cochenille. Ils vont penser aussi au brun des moutons d'Ouessant. Ils vont, le pastel, quand on est dans le midi de la France, 40. Et donc, du coup, on teint les fibres et on peut se permettre, après, de faire des rayures, et des carreaux. C'est pour ça que les Romains disaient « Pon, ils ont des costumes bariolés ». En fait, c'était un plus dans la constitution du textile. On pourrait penser, ça fait penser quand même au kilt, au tartan des Écossais, où chaque tribu, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, est-ce que chaque tribu avait son tissage particulier ? Comme les chefs avaient sur leurs épées, est-ce que chaque tribu avait, comme les tartans écossais, un tissage qui les représentait ? On peut y penser. Et puis on savait aussi faire des galons avec des antisens sur des tablettes. On n'est pas très loin du métier jacquard, hein, quand même. 1900 le métier, 19e. Et du coup, c'est vrai que nos Gaulois vont être habillés comme ça. Alors, les pantalons, ils ont deux noms. Soit on dit brègue ou brague. Si on est brègue, les gens du pays gallo vont se dire « Ah, c'est comme chez nous ». Si on est en pays bretonnant, on va dire brague, bragou, les bragoubras. Et les seils. Alors ici, c'est une photo prise au village gaulois. Il est bien évident que le peuple n'a pas de torques et n'a pas des bijoux. Hein. Les bijoux n'étant faits que pour la haute noblesse. Par contre, c'est vrai aussi qu'ils avaient, avec des attachés, c'était plus pratique, pour travailler dans les champs, ils attachaient leur braille avec des lacets. Et puis, donc, je vous dis, les Gaulois, les druides, ils ont cherché. Ils se sont rendus compte que la poudre de certains arbres pouvait apporter quelque chose. Le chêne se dit tanneau en gaulois. Et comme ils ont trouvé que la poudre de chêne quand on faisait tremper les peaux avec de la poudre de chêne, ça décapait et ça permettait d'avoir des cuirs qui étaient plus résistants, on a tenté, on a essayé et on a appris à tanner les peaux. On n'utilisait plus les peaux abruptes, cette fois-ci, on passait avec un cuir qui était résistant à tous les usages. Notamment la peau de chien qui faisait un très beau cuir. Donc ça, c'est un mot, on a beaucoup de mots qui sont issus du gaulois. Donc voilà, le tanneur va avoir donc des nouveaux outils, et les bourreliers. Donc ici, vous pouvez voir
la tunique en cuir qui va être placée sous la cotte de maille pour protéger le soldat. Et puis on va faire, pour l'aristocratie, des brogues, c'est-à-dire les chaussures. Comme on ne sait pas trop, on fait un système d'escargot, on aura des différentes chaussures, différentes bourses, on va pouvoir créer des nouveaux objets en cuir qu'on ne pouvait pas faire avec de simples peaux. Donc on a tout un travail, cette fois-ci, de tanneurs, de bourreliers. Et puis, comme ils sont dans les plantes, ils vont continuer, ils vont chercher cette fois-ci pour la médecine, pour soigner les gens. Donc ça, c'est l'archéologue Bruno qui dit « La médecine n'est pas à proprement parler une science, mais plutôt une pratique qui s'abreuve de connaissances scientifiques. Elle bénéficie de l'influence des druides qui, à l'empirisme, substitue l'observation du corps et de l'effet des plantes. Et au rite magique, la recherche des causes est celle de l'obtention d'authentiques guérisons. » Alors, première chose, puisqu'on va revenir à tout à l'heure, à la dame qui me posait une question, la cendre de hêtre blanchie. On a pris aussi la cendre d'algue. Et aussi le centre, je ne sais plus, dans le midi de la France, mélangée à de la graisse de mouton. Et ça fait le savon équivalent du savon de Marseille. De la graisse et de la soude. La potasse. Donc, le savon se dit sapo. En gaulois, sapo, saponification. Et pour se laver, il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Il faudra attendre 200 ans après. C'est d'abord un savon dermatologique. Bon, et puis alors ça, c'est des plantes pour l'usage. Donc, avec le savon, on bascule aussi dans la plante médicinale. Donc, le gui, les feuilles et les tiges de gui vont servir à toutes les préparations médicales. Parce que dans les préparations médicales, on ne met pas qu'une seule plante, on en met 4, 5, voire quand c'est des antidotes de venin, on met jusqu'à 20. Alors, vous avez déjà dans notre vocabulaire, le saule se dit en gaulois salico. Salico, ils servent du saule pour guérir certaines choses, guérir les maux de tête par exemple. Salico, le saule, acide salicylique. Ça a donné après le mot acide salicylique. Ivose, l'if. Et l'if, c'est pareil, c'est une plante où il percevait. Et puis un autre mot qui n'est rien de médical, la sente, qui est resté dans notre vocabulaire gaulois, de français. Il y a beaucoup de noms. Il y a des mots qui vont être, comment dirais-je, mélangés, parce qu'à force de faire des voyages, ces mots, ils vont être latinisés ou grécisés, enfin, hellénisés, disons. Et donc, c'est des fois très difficile maintenant de savoir quel est le vocabulaire qui est purement gaulois d'un vocabulaire latin. Par exemple, aloda, l'alouette, c'est une sonorité latine, alors qu'en fait, à l'origine, c'est gaulois. Mais il y a beaucoup de noms par rapport les buts, enfin, la modification du paysage rural qu'on va retrouver dans notre vocabulaire. Alors, pour les plantes, vous allez avoir certaines plantes comme l'ièbe, l'armoise qui s'appellera ultérieurement l'herbe de Saintonge, la serpentaire. Donc vous avez la verveine. Alors vous avez la verveine, mais à l'époque elle n'était pas faite pour les troubles digestifs, elle était faite pour d'autres choses. Donc vous avez ces plantes, elle avait des vertus autres. Elle pouvait guérir la toux, les maux d'yeux. Donc tout ça, ça va être répertorié et on va avoir un certain nombre de plantes médicinales. Alors c'est pareil, on est jardiné avec la lune et on ne ramasse pas les plantes n'importe quand. Le gui, c'est pour le solstice d'hiver, mais certaines plantes vont être prises, ramassées pour le solstice d'été. C'est ce qu'on va appeler plus tard nos herbes de la Saint-Jean. La Saint-Jean étant le solstice d'été. L'armoise, le lierre terrestre, ainsi de suite. La verveine, elle était cueillie les jours sans lune, c'est-à-dire pour la nouvelle lune. En premier vient donc le gui, qui est la plante donc, de l'immortalité.
de la vie et de la mort, mais vous aviez aussi tout. On a mis au minimum, suivant les écrits, 150 plantes différentes, mais il y a des écrivains qui en donnent beaucoup plus. Ceci dit, d'une région à l'autre, toutes les plantes n'étaient pas utilisées de la même façon, où on ne pouvait pas transmettre certaines plantes. Donc on va trouver des plantes que vous connaissez, les menthes, l'ache, l'anis, le basilic. Et puis aussi, comme je dis, on était à l'époque, il n'y avait pas de brevet, on était des grands pilleurs, il n'y avait pas Monsanto. Donc on allait chercher les plantes importées dans tout l'est du bassin méditerranéen, l'aloès, la cannelle, l'encens, le galbanum, la gomme adragante, l'iris d'Illyrie. Alors l'Illyrie, c'est la côte est de l'Adriatique, c'est-à-dire la Dalmatie, ce qui est en face de l'Italie. La myrte, la myrrhe, le nard celtique qui est fait à base de valériane, c'est une plante maintenant, c'est complètement introuvable. L'opium, le poponax, le poivre, la gomme ammoniaque et le safran. Et ils faisaient et d'autres que je n'ai pas tout noté dans nos plantes à nous qui existent. Donc ils avaient une pharmacopée assez conséquente et ils s'en servaient donc pour... les préparations étaient complexes, un minimum de 4 plantes par préparation, mais ça pouvait aller à plusieurs dizaines quand il s'agissait des antidotes. D'après Pline, l'inventeur de la thyraque était un Gaulois nommé Crinès. Alors, ce qu'il en a oublié, c'est le collyre pour les yeux. Les Gaulois étaient des spécialistes des maladies des yeux. Ils avaient inventé un collyre qui était en bâtonnet et qu'on faisait dissoudre dans de la graisse. Et puis ça marchait bien. Ils opéraient des glaucomes, puisqu'ils avaient des pinces à épiler. Et puis, le problème, c'est que quand il y a eu la conquête romaine, la première chose qu'on a fait sauter, ce sont les druides. Plus de druides, plus de savoir, puisque c'est eux qui avaient le savoir. Donc, le problème, c'est qu'on avait bien des gens qui savaient, ou qui officiaient sous les ordres des druides, mais donc, plus de collyre, on ne soignait plus les yeux dans le bassin méditerranéen. Alors, il a fallu qu'on recherche quelqu'un, là, je crois que dans le sud-ouest de la France, qui était planqué dans la campagne, un druide, là, et on a retrouvé le secret des collyres. Du coup, on a pu redémarrer la refabrication des collyres. Et ensuite, sous l'Empire romain, il y aura quelqu'un qui s'appellera Marcellus, qui va faire le tour de la Gaule pour rechercher tous ces remèdes. Bon, des fois, il y a des remèdes, je ne les ai pas notés parce que ça nous paraît pour nous assez saugrenu. Mais bon, quand même, on avait une bonne pharmacopée en Gaule. Et puis, il n'y avait pas que ça. On avait aussi les soins par l'eau. Alors, quand on nous dit que les thermes ont été inventés par les Romains, c'est faux. Les thermes, moi j'ai vu à Saint-Père-sous-Vézelay, c'était déjà du néolithique. Alors, la preuve, c'est le nom qui est resté. Vous avez la Bourboule, Bourbonne-les-Bains, Barbotan, Bourbon. C'est tous des noms dédiés au dieu Borvo, dieu de l'eau et du tumulte. Et on a retrouvé dans ces eaux-là des épées, des pièces de monnaie, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. On a retrouvé dans un bric-à-brac, en particulier à Chamalières, des bras, des jambes. Ce sont les ex-voto. Les gens qui avaient été guéris, c'est comme l'histoire des bateaux ici, on revenait mettre une petite jambe en terre cuite pour rendre au dieu, remercier le dieu Borvo. Et vous voyez bien qu'on avait axé les termes, la moitié de nos établissements de cure datent des Gaulois. Si vous allez à la Bourboule, c'est la Bourboule, non, c'est pas la Bourboule, il y a un endroit au Mont d'Or, vous avez la fontaine de César. C'était pas les Romains, c'était déjà les Gaulois qui avaient fait ce système-là. Et puis, dans ces cures thermales, c'était pas que le corps, on ne faisait pas, on était aussi dans une retraite spirituelle. Il fallait soigner aussi l'esprit. Et donc ça, c'était le rôle des vats. Les vats vont être les auxiliaires des prêtres, tout ce qui est auxiliaire des druides. Donc, ils vont aider les gens dans les cures à retrouver une spiritualité et ils vont officier pour les sacrifices dans des petits temples.
Donc maintenant, on a quand même une grosse économie, on a une belle économie. Bon, et bien maintenant, il faut pouvoir aller vendre ça, vendre ses médicaments, vendre ses produits agricoles, vendre ses produits artisanaux. Donc, il faut trouver les moyens de partir à l'autre bout de l'Europe, plus vite qu'en bateau. Alors, il y a des petits bateaux comme ça en cuir, qu'on retrouvera après chez les Celtes des îles anglaises, là, britanniques. C'est de l'osier avec du cuir. Ça peut faire penser après à nos moines. Et puis, on a la roue, on a les tonneaux, et puis on va calculer aussi les essieux. C'est-à-dire que vous aurez des charrettes avec des essieux pour le poids des marchandises. On n'a pas de surcharge. On met 2 roues ou 4 roues s'il faut. Et puis, pour ne pas trop abîmer, avant, on attachait des pots aux sabots des chevaux. Cette fois-ci, on va inventer le fer à cheval, puisqu'on a des artisans qui travaillent le fer. On aura des charpentiers de marine. Et puis, comme on est dans le commerce, il faut quand même parler avec les autres qui sont dans les pays à côté. Donc là, oui, on écrit, et on écrit en grec. Nos druides savaient écrire, et les commerçants savaient écrire, mais on n'écrivait que les actes commerciaux ou de notariés. Le reste, tout ce qui était scientifique, silence. Donc ça, c'est une des rares plaques où on a retrouvé l'écriture. Et puis, si on commerce, il faut battre monnaie. Alors, on avait trouvé un système de monnaie qui puisse être convertible facilement à la fois en monnaie romaine, latine, et en monnaie grecque. C'est l'histoire des PPCM. Et puis, donc, ces monnaies qu'on va retrouver, quand on va les retrouver, les gens vont trouver que c'est bizarre. C'est bizarre, ça ne fait pas abouti. Et ça va renforcer l'idée que au 19e, que nos Gaulois, c'était des gens qui, comme ce que disait César, qui étaient pas très avancés. Parce que c'est un art qu'on trouve maintenant très contemporain, mais au 19e, ce n'était pas l'art grec. Alors, pour battre monnaie, on a ici un batteur d'or. Eh bien, on va peser, puisque c'est toujours en poids, on va peser le métal avec une petite balance. On aura une grosse souche d'arbre sur lequel on va avoir une matrice en creux, comme un tampon. On aura ensuite, si vous voulez, comme les tampons des gosses, avec la poignée. En dessous, il y a le dessin en négatif de dessin qu'on veut avoir, qui est dans le métal, comme ici. On met le poids de la pièce d'or, on met le tampon métallique par-dessus, on tape un grand coup, et la pièce est du coup recto-verso, est faite recto-verso. Et cette méthode-là va rester jusque sous Louis XIII. Alors, ici, ce sont une partie de notre trésor à nous, puisque ça a été en 2007, on a trouvé à l'Aniscat 545 pièces de monnaie. Donc voilà des spécimens. Des statères et 487 quarts de statères enfouis dans l'enclos d'une ferme gauloise à l'Aniscat. Alors je voulais copier le truc de l'INRAP, mais on n'arrive pas à copier. Copie impossible. Alors forcément qu'il y a des gens, comme toujours dans l'artisanat, il y a des gens qui vont gagner au change. Parce qu'il y aura des gens qui vont travailler pour des artisans, il y aura les pauvres, il y aura des esclaves, parce que les Gaulois faisaient aussi le commerce des esclaves, mais on va avoir des gens, des commerçants, des artisans qui vont devenir de plus en plus cossus. Et au lieu de s'asseoir par terre dans de la paille,
On va avoir un tabouret, on va mettre le confort dans sa maison. C'est toujours les mêmes maisons fabriquées comme au néolithique, mais elles vont devenir de plus en plus cossues. On va mettre cette fois-ci du lambris pour doubler l'épaisseur d'isolation. On sait travailler le bois, on aura des étagères, on aura des récipients adaptés, on aura aussi, alors ça qu'on voit ici, qui est de l'autre côté là, c'est le fameux moulin dans lequel on écrasait la farine, on mettait à l'intérieur, ici vous avez une poignée, on tourne, et après ça s'éjecte comme ça sur les côtés, et vous avez une mouture très fine. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour que dans les bateaux pour la pêche à la morue, ça existait encore. Les maisons vont être plus confortables, on n'est pas loin du lit clos, mais on est quand même du lit en alcôve sur lequel on met les fameux matelas. Donc on est quand même dans des maisons pour les gens qui ont bien réussi socialement. On va avoir des maisons confortables dont certains pouvaient envier. On aura même puisqu'on sait faire des fours, il y a même des maisons qui vont être équipées de tout petits fours, en plus du chaudron. Et puis les maisons vont s'adapter. On n'est plus dans la grande maison du néolithique, on va faire des petites maisons. Vous aurez des rondes avec une seule nef, et puis vous aurez des maisons à 2 nefs avec des absides, et vous aurez des maisons à 3 nefs, puisqu'on sait travailler le bois, on sait écarter, on sait pointer, on sait faire les tenons et les mortaises. Donc on va adapter cette fois-ci l'habitat aux besoins de l'artisan, comme on a vu tout à l'heure la maison du menuisier ou du forgeron. Et donc, de cet habitat qui était tribal où on déménageait régulièrement, on va changer. On va passer à la famille cellulaire, c'est-à-dire le couple avec les enfants dans sa maison, et on aura plein de maisons. Et puis ici, il y aura la chefferie et le temple. Et puis on fortifiera tout ça parce qu'il y a toujours des gens qui sont jaloux, donc il faut se protéger, donc on mettra des fortifications tout autour. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous ces bas-reliefs, puisque je vous dis que les artisans sont devenus cossus, tous les bas-reliefs où on a vu ces artisans au travail et avec leurs outils mis bien en évidence, c'était des pierres tombales. Parce que tous ces artisans, quand il y a eu la conquête romaine, quand ces riches patriciens ont voulu se faire des grandes maisons, comme celle qu'on vient de trouver à Langrollet, là, aux Journées du patrimoine, l'INRAP expliquait que c'était une très grande maison presque princière. Il faut bien des artisans pour faire tout ça. Donc, ces Gaulois vont être appelés et vont travailler et vont devenir de plus en plus cossus. Et les Romains se faisaient enterrer avec des pierres tombales où on se représentait la famille, le père, la mère, la femme, ou la femme avec l'esclave. Eux vont se représenter sur leurs pierres tombales avec leur métier et leurs outils, bien en évidence, comme on les a vus tout au long de ce diaporama, et qui nous éclaire et nous prouve que les Gaulois étaient de véritables artisans. Et alors, par exemple, à Sens, parce que je connais bien, à Sens, quand il y a eu les grandes invasions, toutes les pierres tombales ont été récupérées et ont servi comme base des remparts pour protéger la ville. Et c'est quand on a démoli les remparts qu'on a retrouvé ces pierres tombales. Voilà. Bon, j'espère que je vous aurai une autre idée des Gaulois, que ce n'étaient pas des gens...